Merci beaucoup. Je remercie le professeur Farge de m'avoir confié cette présentation effectivement sur l'autogreffe de cellules souches dans les neuropathies inflammatoires chroniques et plus particulièrement la PIDC, au cours de laquelle je reviendrai sur les données de la cohorte nationale MATEC. C'est un travail que je mène conjointement avec Fanny Urbain, ici présente. La PIDC est une neuropathie inflammatoire chronique dont le diagnostic repose sur des symptômes sensitivo-moteurs, le plus souvent bilatéraux, symétriques, proximo-distaux, et sur la mise en évidence à l'électroneurommyogramme de signes de démyélinisation avec des critères qui ont été établis au plan européen, les critères EFNS, PNS, qui permettent de classer ces maladies. Bien sûr, le diagnostic requiert d'avoir éliminé au préalable d'autres causes de neuropathie démyélinisantes. Au plan physiopathologique, à l'échelle du nerf, on a un infiltrat inflammatoire, principalement lymphocytaire T, notamment un infiltrat de lymphocytes TCD8, responsable d'une cytotoxicité directe sur la gaine de myéline, avec un aspect caractéristique que vous pouvez voir sur les coupes histologiques à droite en bulbe d'oignon. On a également une implication de l'immunité humorale avec la production d'auto-anticorps, mais dont la pathogénicité reste incertaine et qui apparaissent plutôt comme marqueurs diagnostiques. Le problème de cette maladie, comme beaucoup de maladies neurologiques, c'est l'accumulation du handicap au fil du temps et l'apparition de lésions axonales qui sont irréversibles. Quels traitements sont à disposition des malades à l'heure actuelle? En première ligne et sur des données randomisées, des corticoïdes, des immunoglobulines intraveineuses avec bien souvent un effet suspensif et un effet de dépendance au traitement, et classés comme traitement de première ligne des échanges plasmatiques, mais qui sont souvent positionnés en deuxième recours du fait de la lourdeur de la procédure. On estime à l'heure actuelle qu'environ 80% des patients sont répondeurs à un traitement de première ligne. Ce qui veut dire qu'il y a 20% de patients non répondeurs, et pour ces patients, d'autres traitements immunosuppresseurs ou immunomodulateurs ont été proposés, notamment du rituximab, de l'endoxan, avec des niveaux de preuve plus faibles, ou des immunosuppresseurs conventionnels, parfois utilisés aussi à visée d'épargne, notamment en corticoïdes. Quelle place pour l'autogreffe de cellules souches du coup dans ce contexte? Je vais vous présenter deux études principales puisque les données de la littérature restent assez limitées. Première étude qui est une série rétrospective de 11 patients suédoises publiée en 2014. Des patients avec une atteinte sensitivo-motrice à prédominance motrice sévère, tous des hommes. Autogreffés avec des conditionnements qui étaient variables dans cette étude. 100% de patients sont répondeurs initialement, mais 3 patients rechutent à 1 an pour 2 d'entre eux et à 2 ans. Et ces patients sont retraités secondairement, un par corticoïde, un par tocilizumab et un autre par une nouvelle autogreffe avec un succès clinique. Les résultats sont les suivants. Quand on regarde les scores de handicap, que sont le score 1-4 et le score de Rankin, on voit une amélioration au fil du temps en 2 points en 2 time points dans ce graphique. Deuxième étude de plus grande ampleur, une étude de Richard Bird, ici présent, avec 66 patients. Il s'agissait d'une étude de phase 1-2, environ 5 ans de suivi, pas de groupe contrôle. Il s'agissait de patients dépendants ou en échec de 2 traitements de première ligne. 100% des patients avaient reçu des immunoglobulines intraveineuses et 93% des corticoïdes. En revanche, peu de patients avaient reçu un traitement de seconde ligne. La PIDC a été prouvée sur les critères EFNS-PNS. Il s'agissait de patients sévères avec un score de Rankin à 3/6 à l'arrivée en greffe et un score ONLS à 5/12. Pour vous donner un ordre d'idée, avec un ONLS à 5/12, vous pouvez être incapable de boutonner votre chemise ou alors vous avez besoin d'une canne pour marcher une dizaine de mètres. Le conditionnement utilisé était du sérum anti-lymphocytaire avec à 5,5 mg par kilo associé à du rituximab 1 g et du cyclophosphamide 200 mg kilo. Les résultats sont les suivants. À 5 ans, 80% des patients, c'est le graphique de droite, sont sans traitement et en amélioration ou stabilisés, et environ 80% des patients n'ont besoin d'aucune aide à la marche à 5 ans, contre 30% avant la greffe. En termes de sécurité, dans les données publiées dans la littérature, pas de décès, mais c'est un risque relié à la greffe, mais c'est un risque évidemment qui reste existant. Des complications infectieuses attendues lors de la phase d'aplasie. En termes de toxicité du traitement, des toxicités habituelles avec l'endoxan, notamment l'alopécie, des troubles digestifs, des supports transfusionnels, et à long terme, peu de données comme bien souvent.
Cela a permis de retenir dans les recommandations françaises une indication à l'autogreffe de cellules souches dans les pays d'essai, qui sont réservés à des patients de moins de 65 ans, sévères avec un ONLS supérieur ou égal à 3, avec des signes de démyélinisation à l'électromyogramme, ou en tout cas le témoin d'une perte axonale qui reste faible, et des pays d'essai en échec de 2 traitements de première ligne après échec d'un traitement de seconde ligne. Nous avons donc collecté avec Fanny Urbain les données de la cohorte MATEC de manière rétrospective. Il s'agit de données préliminaires que je vais vous présenter aujourd'hui, qui pour l'instant ne sont pas publiées puisque le travail est toujours en cours. 6 centres greffeurs en France, 10 patients recensés entre 2013 et 2024, dont un patient qui a eu une autogreffe, puis une allogreffe, mais dans un contexte particulier puisque c'était une forme à début pédiatrique. Une durée médiane de suivi de 26 mois. Les caractéristiques des patients avant la greffe, un âge moyen de début de la maladie aux alentours de 38 ans, principalement des hommes, une durée d'évolution de 5 ans et demi, au plan clinique, principalement des formes sensitivo-motrices, des formes avec une évolution à type de poussée plus que des formes progressives. La majorité des patients avaient une ponction lombaire. Ils remplissaient tous les critères FNS-PNS. 4 d'entre eux avaient une gammapathie monoclonale, ce qui est une circonstance assez fréquente dans le contexte de pays d'essai. Et surtout, j'attire votre attention sur la quantité de traitements que les patients avaient reçus avant la greffe. En médiane, 5 traitements. Tous les patients avaient reçu des immunoglobulines, des corticoïdes, des échanges plasmatiques, donc les 3 traitements de première ligne, et au moins 1, voire 2 traitements de seconde ligne, avec un phénomène soit de dépendance, soit vraiment de résistance aux différentes lignes de traitement. À la mobilisation, donc les procédures de mobilisation étaient relativement conventionnelles, si j'ose dire, avec principalement du cyclophosphamide, du GCSF, pas de sélection CD34+. À l'arrivée en greffe, l'ONLS médian était à 5 sur 12, comme dans l'étude de Richard Burt. Les patients principalement marchaient, mais quelques patients avaient perdu la capacité à la marche, avec nécessité d'une aide à la déambulation chez la majorité d'entre eux. Les traitements à l'admission étaient variables et dépendaient de si les patients étaient répondeurs ou non à un traitement préalable. En termes de conditionnement, là encore, une variabilité, une certaine hétérogénéité, mais principalement quand même du cyclophosphamide associé à du sérum antilymphocytaire et à partir de 2020, après la publication de Richard Burt, l'ajout de rituximab. 2 patients avaient reçu un conditionnement par melphalan du fait d'une gammapathie monoclonale sous-jacente. En termes de support transfusionnel, rien de notable, une durée d'aplasie tout à fait attendue d'environ 13 jours en moyenne. Si on regarde les complications pendant et après la greffe, avant J100, principalement des complications infectieuses, dont je ne vous ferai pas le détail, mais qui, là encore, sont conformes à ce qu'on peut observer dans la littérature. Peu de réactivation EBV ou CMV, une infection fongique classée comme possible. En revanche, j'attire votre attention sur un nombre assez important de syndromes de prise de greffe, ou en tout cas mentionnés comme tels dans les dossiers, chez près d'un patient sur 2, et une aggravation des symptômes neurologiques, sur lesquels on pourra revenir, mais principalement en contexte septique, et avec un cas particulier concernant le patient 9 que je vous détaillerai après. Après J100, peu de complications, 2 patients qui présentaient des hypogammaglobulinémies, une neutropénie auto-immune de grade 4 à distance, et les autres complications étaient plus spécifiques aux patients qui a été allogreffé. Un seul décès rapporté tardivement, 5 ans après la greffe, donc non relié à la procédure. Voici les données d'évolution clinique, donc qui sont encore en cours de collecte. Je vais commencer à gauche avec les données qui avaient déjà été publiées par Fanny Urbain en 2021, puisque pour ces patients-là, on dispose de l'ensemble des scores de suivi. On voit qu'au fil du temps, le handicap diminue avec une amélioration des scores NLS, Rankin, une amélioration également du test de marche, de la force motrice et du testing moteur. Si on regarde l'ensemble de la cohorte, maintenant, on comptabilise 3 rechutes, une rechute assez précoce dans l'année chez une patiente qui était extrêmement sévère, qui d'ailleurs a été greffée en réanimation, et 2 rechutes plus tardives à 2 ans. Un patient, il s'agit du patient 9 dont je vous ai parlé avant, s'aggrave pendant et après la greffe, ne répond pas du tout au traitement, il ne répondait d'ailleurs à aucun traitement, et finalement son diagnostic a été reclassé en MGCS après une nouvelle biopsie de nerf, et c'est un patient qui a secondairement répondu à un traitement par daratumumab, donc c'est vraiment un cas très particulier. Si on regarde l'aide à la déambulation, des résultats peut-être moins impressionnants que ce qu'on a pu voir dans les études qui ont déjà été précédemment publiées, avec toutefois un peu plus de patients qui n'avaient pas besoin d'aide à la déambulation, plus aucun patient porteur de canne.
Quand on regarde le score ONLS, on voit au dernier suivi une amélioration globale du score, sauf pour le patient 4 qui est un patient, donc c'est le patient qui a été autogreffé puis allogreffé et qui s'est aggravé après autogreffe et qui a répondu à l'allogreffe. Enfin, à 1 an, environ 40% des patients sont sans traitement et soit en amélioration, soit stables. En revanche, au dernier suivi dans notre cohorte, tous les patients ont repris un traitement. Pour terminer, j'aimerais illustrer mon propos avec le cas d'un patient qu'on a greffé à Poitiers. C'est le premier patient de la cohorte que je viens de vous décrire. Un monsieur qui présente une PIDC diagnostiquée en 2010. Entre 2012 et 2015, il reçoit un traitement par immunoglobuline intraveineuse. Son état commence à se dégrader de manière sévère à partir de 2015 avec une forme sensitive ataxiante vraiment très sévère. Le patient était majoritairement gêné par son ataxie. Il est traité successivement par corticoïdes, échange plasmatique, rituximab, natalizumab, qui a également été testé dans la PIDC, avec systématiquement une aggravation continue. En 2017, l'indication de greffe est posée. À l'arrivée en greffe, il a un ONLS à 7/12. Il est globalement incapable de faire quelques pas tout seul, un score de Rankin à 4. Et premier constat, la greffe permet déjà d'interrompre la progression de son handicap et de sa maladie. Et petit à petit, il récupère. En 2018-2019, son ONLS a diminué à 6/12. Son score de Rankin reste stable. Ça lui permet, du fait de cette petite amélioration neurologique, d'avoir une laminectomie en novembre 2019, qui, elle, permet aussi de récupérer une part du handicap, avec un ONLS qui diminue à 5/12. Sur un électroneuromyogramme réalisé en juin 2020, une légère aggravation sur les potentiels moteurs motive la reprise d'immunoglobuline intraveineuse alors que le patient est stable cliniquement. Et là, fait notable, on constate que le patient continue de s'améliorer suite à la reprise des immunoglobulines intraveineuses avec un ONLS qui tombe à 3/12, un score de Rankin à 2 et ces scores sont stables à l'heure actuelle. Pour l'anecdote, ce patient qui ne marchait pas avant la greffe marche. C'est une surprise à chaque consultation puisque désormais il court, il écrit alors qu'il avait perdu la capacité d'écrire, il est autonome dans les activités de la vie quotidienne et il a repris à jouer de la batterie, comme il le dit lui-même, et en rythme. Pour conclure, je dirais que dans notre cohorte, l'autogreffe de cellules souches a été proposée chez des patients qui étaient particulièrement sévères et peut-être plus que ceux décrits dans la littérature. J'insisterai sur la sélection des malades puisqu'on voit que sur ce faible nombre de patients, il y a quand même un diagnostic qui a été redressé a posteriori et c'est déjà quelque chose qui avait été souligné dans de précédentes études, c'est-à-dire que l'aggravation et vraiment l'absence de réponse totale au traitement doit faire soulever le diagnostic porté au départ. Une amélioration clinique ou au moins une stabilisation chez la majorité des patients avec une diminution du handicap, mais qui peut parfois être retardée, comme je vous l'ai montré dans le cas clinique précédent, et avec cette possibilité de restaurer la sensibilité au traitement. Bien sûr, c'est une procédure qui comporte ses complications et particulièrement dans notre série, des complications notables comme le syndrome de prise de greffe. Je remercie encore une fois le professeur Farge, le docteur Hubin pour sa collaboration, le professeur Puyade et le service d'hématologie, tous les membres du groupe MATEC pour leur collaboration tout au long de l'année, et bien évidemment les différents centres qui ont participé à greffer ces malades et à nous faire remonter les données pour cette présentation. Je vous remercie.